En grande partie, oui. Mais je dois la vérité de dire que Bill Clinton aussi a contribué à leur développement. Et même avant lui, pendant la guerre du Vietnam, on a observé les prémices de cette orientation. Le Pentagone a ainsi donné l'autorisation d'engager 70 000 civils pour des missions de logistique. Plus tard, donc sous le double mandat de Clinton, des sociétés privées états-uniennes ont été autorisées à conclure des accords de coopération avec des armées étrangères. D'autre part, à l'époque, il est déjà question d'externaliser, c'est le mot à la mode, certains services du Pentagone. Externaliser, en bon français, ça veut dire privatiser. Bien sûr. Mais sous Clinton, alors, quel est l'objectif poursuivi? Les responsables de la défense estiment alors que cette externalisation pourrait se traduire par d'importantes économies. Mais on n'en a jamais fait la preuve. Quoi qu'il en soit, au cours de ces années 90, plus d'une centaine de milliers de fonctionnaires fédéraux qui travaillaient dans la défense ont été transvasés dans le privé et sont donc devenus des employés du complexe militaro-industriel. Le mouvement va encore prendre plus d'ampleur avec l'entrée de George Bush Jr. à la Maison-Blanche. Tout à fait. Le 10 septembre 2001, c'est-à-dire 24 heures avant les dramatiques événements de Manhattan, Donald Rumsfeld, le secrétaire à la Défense, donne le ton. Dans un discours prononcé devant quelques huiles du Pentagone et de l'industrie militaire, il se lance dans une longue diatribe contre les nouveaux ennemis de l'Amérique. Nouveaux ennemis, c'est-à-dire, qui sont-ils? Eh bien pour lui, après l'implosion de l'URSS, le danger se trouve à l'intérieur même des États-Unis. Le nouvel ennemi, c'est la bureaucratie du Pentagone. Et il annonce tout de go, je ne veux pas attaquer le Pentagone, je veux le libérer. La formule est plaisante, mais ça veut dire quoi? Bon, le raisonnement de Rumsfeld est très simple. Pour bien fonctionner, le Pentagone doit s'inspirer des méthodes utilisées dans le secteur privé. Et au passage, on en profitera pour dégraisser le mammouth, comme dirait l'autre. Oui. Et au fond, ce qui va se passer le lendemain, c'est-à-dire les attentats du 11 septembre, viendra renforcer sa thèse. Absolument, puisque les superpuissantes agences de renseignement, tant militaires que civiles, ont été incapables d'anticiper l'événement et donc de protéger l'Amérique. Conséquence, alors, le mouvement de privatisation souhaité par Rumsfeld va s'accélérer. Bien entendu, d'autant qu'à la Maison-Blanche, Rumsfeld peut compter sur tous les faucons mis en place par Bush, à commencer par le plus influent d'entre eux, Dick Cheney. Ouais. Cheney qui vient de faire lui-même fortune dans le privé. À la tête de Halliburton, un géant de l'exploitation pétrolière qui possède aussi des filiales spécialisées. Et Cheney, vous le savez bien, ne manquera jamais de favoriser son ex-entreprise qui va rafler, par exemple, une part importante de la fourniture aux armées pendant la campagne irakienne. Il y en aura pour des dizaines de milliards de dollars. Et là, on n'est pas loin du conflit d'intérêts, comme vient de l'écrire Martin Hirsch. Mais je reviens à ce que je disais, le 11 septembre est donc pain béni pour tous ceux qui veulent grignoter des secteurs entiers des missions traditionnellement dévolues à l'armée. Et s'y ajoute un élément plus subtil ou plus pernicieux, comme vous voudrez. Avant même le 11 septembre, Bush et ses faucons voulaient s'en prendre à Saddam Hussein. Les attentats de New York vont leur fournir un prétexte pour agir. Au prix d'un amalgame dont je vous ai souvent parlé, car Saddam Hussein n'avait rien à voir avec les acteurs et les instigateurs des attentats. Enfin, peu importe. Bush va convaincre l'opinion américaine que Saddam Hussein y est pour quelque chose. Mais il va aussi fabriquer de toutes pièces ce grossier mensonge des ADM. Les armes de destruction massive qu'aurait possédé Saddam. Oui, pour aboutir à cette manipulation et la rendre un tant soit peu crédible, les faucons de la Maison-Blanche ont besoin des services secrets. Or, à la CIA, on n'est pas très chaud. Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas à l'existence de ces ADM? On a au moins de sérieux doutes. Par conséquent, il faut contourner l'obstacle, d'où l'idée de créer à l'intérieur du département de la Défense un réseau d'espionnage indépendant. Un concurrent de la CIA, donc. Et en partie privé. Ce sera le Bureau des plans spéciaux, un organisme externalisé qui aura essentiellement pour but d'alimenter et de légitimer les plans bellicistes de la Maison-Blanche contre Saddam Hussein. C'est assez malin. Et pour quelle raison? D'abord parce que les faucons, ou néo-conservateurs... On a dit plus simplement les néocons. Comme vous voudrez donc, ces néocons disposent là d'un service entièrement dévoué à leur cause. Difficile en effet de contredire ceux qui vous payent. D'autre part, ce bureau des plans spéciaux leur permet d'affaiblir l'influence du renseignement militaire sur les généraux. Des généraux qui ont trop tendance à faire confiance aveuglément à la CIA. Enfin, et ce n'est pas rien,
ce nouvel organisme échappe au contrôle tatillon du Congrès. Le résultat, vous le savez, c'est que le secrétaire d'État américain, Colin Powell, pourra en toute bonne foi présenter devant l'Assemblée générale de l'ONU de vraies fausses preuves de l'existence des ADN dans l'Irak de Saddam Hussein. De fausses preuves fabriquées par ce bureau des plans spéciaux, donc. Eh ben, Colin Powell a été mystifié. Et je crois qu'il ne l'a toujours pas digéré. Et après, alors, lorsque l'invasion militaire de l'Irak aura commencé en 2003, on assistera à la montée en puissance de la privatisation de l'armée. Et ça a commencé avant même l'entrée des soldats de la coalition en Irak, lors de la préparation de l'attaque dans le désert koweïtien. Dès le départ, des SMP sont associés à l'entraînement des combattants et même aux exercices de planification. Les privés sont partout. Et pour vous donner une idée du changement opéré, sachez que lors de la première guerre du Golfe en 1991, il n'y avait alors qu'un civil sous contrat pour 100 soldats. Mais en dehors là, des aspects purement idéologiques qui pourraient légitimer cette privatisation, qu'y a-t-il d'autre? Soyons clairs, il y a d'abord des objectifs purement mercantiles. Permettre à des entrepreneurs amis de gagner beaucoup d'argent? C'est évident. Mais il y a aussi des raisons beaucoup plus pragmatiques, à commencer par celle-ci. Lors de la préparation de l'offensive contre l'Irak, de nombreux généraux avaient estimé que le contingent mis à leur disposition était insuffisant en hommes. Le Pentagone leur en donnait 135 000, et ils en voulaient beaucoup plus. Non pas tant pour vaincre l'armée de Saddam Hussein que pour contrôler la situation une fois celle-ci battue. Les généraux n'ont-ils pas tendance à se montrer toujours plus gourmands? Certes, vous avez raison, mais en l'occurrence, et la suite l'a démontré, ils avaient certainement raison. Toutefois, la Maison-Blanche ne pouvait pas leur donner satisfaction. Pourquoi? Parce que l'armée états-unienne venait déjà d'être engagée en Afghanistan? En particulier, oui, et pour envoyer des soldats supplémentaires, il aurait fallu soit piocher encore plus dans la réserve, soit faire appel à beaucoup plus de contingents étrangers, comme lors de la Grande Coalition réalisée à l'occasion de la Première Guerre du Golfe. Or, cette dernière hypothèse ne plaisait pas aux néocons. Et pour quelle raison alors? Parce qu'ils ne voulaient pas partager le commandement et qu'ils entendaient conduire cette guerre à leur manière, sans s'embarrasser d'alliés qui auraient pu se mêler de leurs affaires. Ils ont quand même accepté au moins la présence de soldats britanniques. Mais Tony Blair, le Premier ministre britannique, se trouvait alors exactement sur la même ligne que George Bush. Quant aux contingents qui ont rejoint la coalition états-unienne, ils appartenaient à des pays qui n'avaient rien à refuser à Washington. Et alors, revenir un peu en arrière, l'emploi des réservistes... Bush et les siens n'y tenaient pas pour des raisons politiques parfaitement compréhensibles. Parce que l'opinion américaine, toujours marquée par le désastre vietnamien, ne l'aurait pas accepté? C'est presque certain. Dans ces conditions, il était donc tentant de pallier l'insuffisance des effectifs par le recours à des contractuels civils, c'est-à-dire des mercenaires. D'autant plus, si je vous ai bien entendu, que ça correspondait parfaitement à cette volonté d'externaliser un certain nombre de missions de l'armée. Et c'était, si je puis dire, gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, que voulez-vous dire? Pour la première fois dans l'histoire militaire des États-Unis, la guerre allait se financer elle-même. Expliquez-moi. En confiant une partie des tâches relevant du domaine militaire à des privés, on privatisait aussi le financement de la guerre. Car c'est le complexe militaro-industriel qui réinvestissait une partie de ses bénéfices dans ce financement. Mais en dernier lieu, il fallait bien que quelqu'un paie. Eh bien, c'était le citoyen états-unien. En fait, comme l'a reconnu l'un des néoconservateurs les plus connus, l'adjoint de Rumsfeld, Paul Wolfowitz, tous ceux qui participaient à la guerre se payaient sur la bête, c'est-à-dire sur le budget fédéral. Enfin, et j'en aurais terminé pour aujourd'hui, car j'ai encore beaucoup de choses à dire sur ces armées privées, ce système avait pour Bush et ses amis un avantage considérable. Il permettait de s'affranchir de la fameuse doctrine Abrams. Qu'est-ce que c'était que cette doctrine-là? Abrams, chef des armées américaines à la fin de la guerre du Vietnam, avait énoncé qu'un gouvernement ne pouvait se lancer dans une guerre sans être assuré du soutien de la population, et donc de l'accord des deux chambres. Avec la privatisation, on n'a plus besoin d'être lié par cet accord. Oui, les guerres sont plus faciles à mener. Bien sûr, puisqu'on peut désormais se passer de l'accord des citoyens. Seul l'argent commande. La suite donc dans notre prochain entretien. 2 livres pour finir, Irak, terre mercenaire, de Georges-Henri Brisset-Desvallons que j'ai déjà cité, et Blackwater, l'ascension de l'armée privée la plus puissante du monde, de Jeremy Scowill.
Et en anglais, Corporate Warriors de Peter W. Singer, paru en 2003 chez Cornell University Press. Des ouvrages dont vous trouverez bien sûr les références sur franceinter.com, un site qui vous permet aussi de communiquer avec nous. On ne privatise pas, on externalise. Il en va donc de l'armée américaine comme de ses call centers, centres d'appel en français dans le texte, qui sont délocalisés à l'étranger. En Irak, en Afghanistan, les militaires privatisés sont aujourd'hui presque aussi nombreux que les soldats qui portent l'uniforme de leur pays. Des mercenaires, recrutés par dizaines de milliers, pour le plus grand profit des entrepreneurs qui les emploient et, disait M. X la semaine passée, se paient grassement sur la bête, c'est-à-dire le contribuable. Ce phénomène en croissance constante touche pour l'instant en priorité le monde anglo-saxon. Mais, on le verra dans la suite de cet entretien consacré au nouveau mercenariat, certaines entreprises françaises spécialisées dans la sécurité se verraient bien participer au partage de ce juteux gâteau. Et les autorités françaises, même si le mercenariat est réprimé par la loi, n'y seraient pas forcément hostiles. D'autre part, ces grandes compagnies privées lorgnent vers un marché qui pourrait être tout aussi profitable, celui du maintien de la paix, c'est-à-dire la création de casques bleus privés qui, aux yeux des promoteurs très intéressés de cette proposition, remplaceraient avantageusement les contingents actuels, souvent issus de pays pauvres et donc insuffisamment équipés et entraînés. Et il faut déjà observer qu'une organisation qui regroupe un certain nombre de ces SMP, sociétés militaires privées, a entamé une intense action de lobbying en ce sens. Son nom, l'Association internationale des opérations de paix, défense de sourire. Mais un autre secteur est aussi guigné par le privé, celui du renseignement. Et aux États-Unis déjà, on observe une multiplication sans précédent des agences de renseignement et donc des informations recueillies. Ce qui, on va le voir, ne contribue pas toujours à apporter aux dirigeants états-uniens une vision claire des enjeux actuels et des menaces qu'ils doivent affronter. Enfin, cet appel de plus en plus important au mercenariat inquiète à plus d'un titre. D'abord, en raison des bavures plus ou moins meurtrières provoquées par ces sociétés militaires privées. Et ensuite, parce que les gains phénoménaux initiés par cette privatisation de la guerre n'incitent que très peu ces entrepreneurs à travailler à la résolution des conflits.